Bonsoir à tous. Donc, nous allons comme sujet évoquer ce projet très important du SMR, Small Modular Reactor NUARD, donc projet français et européen. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Damien Drocourt ainsi que Mathilde Ramon de la communication. Donc, Damien Drocourt est Procurement and Supply Chain Chief Officer pour le projet. Il est diplômé de l'Université de Belfort-Montbéliard. Donc, il a commencé sa carrière en tant qu'assistant projet manager dans le secteur de l'oil and gas. Et puis, donc, il est devenu ingénieur d'affaires électricité sur des projets gaziers, traitement de l'eau à l'export. Il a rejoint EDF en 2012 en tant que manager sur le périmètre installation électrique générale et diverses, dans le jargon IEG et IED, du projet Hinkley Point à HPC en Angleterre. Et puis il a rejoint l'Angleterre où il a passé plus de 5 ans, prenant en charge l'engineering, le procurement, le manufacturing, donc du programme d'installation générale mécanique, électrique et de ventilation, qu'on appelle le MEH, de Hinkley Point C. En juillet 2022, l'an dernier, donc, il a rejoint le projet SMR NUARD en tant que Procurement and Supply Chain Chief Officer. Il est en charge de la stratégie industrielle, des partenariats industriels et de l'élaboration du contrat. Bon, donc sans plus tarder, je lui donne la parole il va nous parler donc du projet. Et à l'issue, vous aurez la parole pour poser des questions voilà. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par un petit message sécurité puisque malheureusement ou heureusement j'ai été éduqué à l'anglo-saxonne. Donc il n'y a pas d'alarme prévue ce soir. Donc si vous entendez une alarme incendie, les niveaux d'évacuation sont ici, cette porte ici et cette porte ici. On se retrouvera en face du bâtiment. Vous prenez les escaliers et on se retrouvera en face du bâtiment. Excusez-moi pour cet intermède. Deuxième chose, je tenais aussi à vous remercier pour cette invitation. Donc j'ai cet honneur de vous présenter un peu le projet NUARD aujourd'hui. Et je profitais aussi de cette occasion, puisqu'on est toujours au mois de janvier, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2023, en vous souhaitant, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle, une meilleure réussite, et surtout en vous proposant d'avoir quand même, je dirais, une année 2023 un peu plus bénéfique. Ce qui serait tout à fait bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet NUARD, qui veut dire Nuclear Forward, donc des Small Modular Reactors. Alors tout d'abord, je vais vous parler du contexte dans lequel s'inscrit le développement des projets NUARD. Donc un contexte d'urgence climatique. Donc sur ce slide, vous avez deux graphes. Du côté gauche, c'est les millions de tonnes de CO2 d'émissions mondiales, et sur le droit, c'est la production d'électricité mondiale. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que notre politique actuelle, sur le graphe de gauche, sur l'émission de CO2 mondiale, maintient à 35 millions de tonnes sur le CO2. Le net zéro 2050, milliards, excusez-moi, milliards. 2050, nous devons arriver au net zéro. Les engagements internationaux restent quand même loin de la cible. Et donc, on a 3 horizons de temps pour les ambitions de ce target sur les milliards de tonnes de CO2. C'est un pic d'émissions avant 2030, que vous voyez aujourd'hui, une neutralité carbone en 2050, avec potentiellement des émissions, ce qu'on appelle émissions négatives post-2050, donc ce qu'on appelle un scénario d'overshoot. Pour arriver à ça, aujourd'hui, la production d'électricité mondiale, qui est à peu près à 30 000 TWh, on doit multiplier par 2 fois 7 cette production. On doit atteindre un chiffre aux alentours de 71 000 TWh en 2050 pour arriver à ce stade. Donc, ça nécessite forcément des investissements massifs sur la décarbonation qui
qui est sans commune mesure avec voilà, les 20 dernières années. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel on évolue en termes de production d'énergie décarbonée. Donc 3 forces d'énergie derrière la croissance mondiale, hein, le développement et la démographie, le renouvellement des capacités et le remplacement de certaines capacités fossiles, et bien sûr une électrification des usages qui est en pleine explosion et que vous voyez de façon, je dirais, régulière dans votre vie commune. Alors, SMR, de quoi on parle-t-on? Alors, aujourd'hui, l'AEIEA a recensé, donc en 2022, à peu près 82 projets de développement de Small Modular Reactor dans le monde. Alors, si vous regardez un peu la presse de l'AEIEA, vous entendrez parler des fois de MMR pour Micro Modular Reactor. Vous aurez aussi les abréviations du type AMR pour Advanced Modular Reactor. Donc ces 82 technologies, vous pouvez, si ça vous intéresse, y avoir accès. Donc il y a un handbook SMR qui a été publié par l'AEIEA que vous pouvez aller rechercher sur leur site, qui vous décrit un peu l'ensemble des technologies, l'ensemble des projets de recherche qui sont faits dans le monde et les différentes technologies. Donc vous avez ici un canevas de l'ensemble des différentes technologies et ce qu'on appelle les générations. Hein, dans le jargon nucléaire de centrale, vous avez ce que vous avez entendu, les générations 2, 3, 3+, 4, voilà, ce genre de choses. En termes je dirais, de partage dans le monde de ce développement, finalement, il n'y a rien de surprenant. Vous retrouvez les grands acteurs du développement nucléaire. Donc, bien sûr, la base États-Unis, Canada. Bien sûr, la base Corée, Japon, Chine. Vous avez aussi, bien sûr, la base Europe, la Russie. Et après, certains je dirais, pays comme l'Afrique du Sud, l'Argentine, et Saudi Arabia, c'est plutôt via un partenariat avec les Coréens. Mais voilà, ça vous donne un peu le landscape. Donc, un marché extrêmement dynamique, qui est porté aussi par des forts investissements, aussi bien des investissements étatiques pour certains des pays, mais aussi des investissements privés. D'accord ? Il n'est pas rare aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'avoir à peu près tous les 3 mois une nouvelle start-up qui se crée et qui fait des levées de fonds qui sont des levées de fonds très conséquentes. Dernièrement, une start-up que je ne citerai pas, italienne, a levé 450 millions d'euros, donc quand même des investissements colossaux. Alors voilà, la jungle des SMR, les modèles Gen 3, donc génération 3, côtoient des technologies de réacteurs plus avancées. Donc là, vous avez une cartographie, je dirais, de la base des technologies, ce qu'on appelle Gen 3 et Gen 4. Donc Gen 3, vous avez les REB et les REP. Alors en français, c'est REP, c'est réacteur eau bouillant, et réacteur eau pressurisée. Donc aujourd'hui, pour vous donner juste une petite identification, nous, en anglais, on les appelle les light water reactors, en fait, les deux. Donc en termes de REB sur les SMR, vous avez le BAWX 300 de GE Hitachi. Voilà. Et sur les REP, vous avez plutôt, je dirais, des gens que vous avez entendus, NewScale, Holtec, Rolls-Royce, vous avez CNCC, Rosatom, le Smart coréen et Neward. Et puis après, vous avez les générations 4, dites génération 4. Alors les générations 4, voire certains disent 4+, donc là par contre, il y a toujours un débat. Donc vous avez les hauts supercritiques, haute température, vous avez les hautes températures gaz, vous avez les sels fondus, vous avez les RNR, alors c'est réacteurs à neutrons rapides, donc vous avez au sodium ou au plomb. Et là vous voyez aussi que vous avez des financements et des acteurs qui sont privés. Par exemple, il y a TerraPower, et puis étatique. Donc par exemple la Chine, l'Inde, la Russie, le Brest OD 300, qui sont vraiment en développement. Donc vraiment un écosystème de développement de réacteurs nucléaires extrêmement riche, extrêmement varié, avec depuis quelques années maintenant de très forts investissements qui sont faits
aussi bien dans le privé et aussi bien étatique. Alors, deuxième facteur d'hétérogénéité, je l'ai un petit peu introduit quand je vous ai parlé des abréviations Advanced Modular Reactor, Micro Modular Reactor. Donc un facteur d'hétérogénéité qui est plutôt sur la puissance et les usages qui seront faits de ces SMR. De tout temps, la production nucléaire a été considérée comme une production de base, une production centralisée, et une production et des investissements qui sont colossaux, avec des temps d'investissement et de construction qui sont colossaux. Ce qui fait que, de facto, le nucléaire se coupait des segments de marché de production d'énergie de plus petite puissance, et se coupait aussi à certains usages. D'où le fait que vous n'aviez pas dans le passé des centrales à charbon remplacées par des centrales nucléaires, ou que vous n'aviez pas de production décentralisée, je dirais, de nucléaire pour des sites électro-intensifs. Et donc l'avènement des SMR, justement, réfléchit à ce positionnement. Donc en segment de marché, il y a 3 segments qui sont identifiés. Donc ce qu'on appelle le 5 à 15 MW électriques, qui sont vraiment sur ce qu'on appelle des communautés isolées, bases militaires, ou ce qu'on appelle hors réseau, hors grid. On a plutôt des 15 à 200 MW électriques qui sont bidual use, c'est-à-dire vous avez usage chaleur et ou électricité sur des sites industriels intensifs en énergie, ou des bassins industriels électro-intensifs. Alors, des exemples, c'est les mines, l'extraction de gaz et de pétrole, et bien sûr l'avènement de la production d'hydrogène. Et puis, vous avez un segment 200 à 400 MW électriques qui est pour la production d'électricité sur les réseaux, cette fois-ci, et qui a justement pour cible de remplacer les centrales existantes au charbon. Ou l'électrification de villes de taille moyenne, certains pôles industriels ou bassins industriels, je dirais plutôt que pôles assez conséquents. Et puis, bien sûr, certains pays qui ont des réseaux de capacité insuffisantes pour accepter ce qu'on appelle des larges NPP, c'est-à-dire des centrales de production d'énergie nucléaire de très grosse puissance. Alors, on a expliqué la cible du marché, on a expliqué les différents segments qui peuvent apparaître. Maintenant, pourquoi on ne l'a jamais fait? Alors, tout simplement puisque, je vous le disais, le rapport coût-kilowatt installé sur la construction d'une centrale nucléaire nous a montré par expérience, et ça c'est de toute année, qu'il était beaucoup plus intéressant d'augmenter la puissance d'une centrale nucléaire unitaire que de construire plusieurs centrales nucléaires de petite puissance. Donc, pour certains d'entre vous qui le connaissent beaucoup mieux que moi, vous avez vu l'évolution des centrales nucléaires en termes de puissance. Il y a eu des 600 MW, il y a eu des 400, les VVR, les 600. Nous, les premiers REP des 900, les 1000, 1300 et le PR qui est 1760. Pourquoi cette évolution? Elle est tout simplement pour utiliser ce qu'on appelle l'effet d'échelle que vous voyez sur cette courbe. L'effet d'échelle, c'est le ratio sur le coût kilowatt installé. Plus vous augmentez la puissance unitaire de votre centrale, plus ce ratio diminue. Maintenant, l'avènement des SMR vient, ce qu'on appelle en anglais, negative cet effet, c'est-à-dire qu'on annule cet effet. De facto, on baisse la puissance unitaire d'une centrale nucléaire. Et donc le ratio coût kilowatt installé revient sur, je dirais, le dot que vous avez en haut, qui vous montre qu'il faut trouver d'autres moyens pour ramener justement ce coût kilowatt électrique installé, je dirais, à l'equity, à l'équilibre d'une centrale nucléaire de grande puissance. Et donc il y a 3 leviers principaux, on va dire 4, qui nous aident là-dessus. Le premier, c'est une conception plus simple. Moins de puissance veut dire moins d'énergie à dissiper. Déjà, c'est 2 facteurs. Pour ça, je vous en prie. La seconde, c'est ce qu'on va appeler la conception modulaire. Alors ça, c'est quelque chose dont je parlerai un petit peu plus tard dans les slides. En anglais, on appelle ça le off-site modular construction. Je vous expliquerai les facteurs qui amènent
pourquoi ça ramène un coût de kilowatt installé et comment les gains sont faits. Le troisième aspect, c'est la standardisation forte qui autorise les effets de série. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que pour qu'un programme ASMR marche, il faut que votre design soit stable et ne soit pas changé. Donc il faut un énorme effort de standardisation et que vous ayez un marché cible sur lequel la standardisation est possible. De facto, l'histoire montre qu'à chaque fois que vous faisiez un large nuclear power plant development à travers le monde, vous avez dû changer certaines fois de manière foncière le design de ce réacteur. EPR, par exemple, nous l'avons vécu sur Olkiluoto, nous l'avons vécu sur Taishan, et nous l'avons aussi vécu en Angleterre. Alors certains sont liés à, je dirais, les politiques d'autorité de sûreté nucléaire, mais pas que. Il faut savoir que les codes et normes et standards qui sont écrits dans les lettres de loi de ces pays ont une influence extrêmement importante dans l'évolution de votre design. Pour vous donner un exemple, la détection, tout ce qui est les règles incendie, sont foncièrement différentes dans beaucoup de pays, sont inscrits aux lettres de loi, donc ça n'a rien à voir avec forcément le nucléaire, c'est dans la loi, et ont profondément des fois modifié le design d'un réacteur. Et le quatrième point, mais qui est vraiment parti sur la conception plus simple, c'est ce qu'on appelle les systèmes passifs. Donc réduire le nombre de composants actifs et donc réduire donc vos coûts sur ces effets. Alors de multiples attentes. Alors des attentes sur la sûreté. Donc on parle de système passif, donc il y a des énormes attentes sur la démonstration des dispositifs de sûreté passive. Qui normalement sont là pour démontrer qu'on a ce qu'on appelle un délai de grâce sur plusieurs jours et qui va nous permettre à terme de ce qu'on appelle de réduire la EPZ. Donc c'est la zone d'évacuation d'urgence. Qui à terme pourrait vous amener à avoir des SMR en bordure de ville et de ne plus avoir d'EPZ dû à la conception du design. Le deuxième, c'est la compétitivité. Ce que je vous disais, le marché SMR ne peut se faire que si on se retrouve sur une compétitivité qui est peu ou prou celle du charbon ou des larges NPP. Donc aujourd'hui, des cibles sont affichées, que vous entendez, que vous voyez dans la presse, et vous verrez que certains de nos concurrents ont une démarche commerciale et marketing extrêmement agressive sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous vous trouvez avec un range de cibles target affichés qui va de 2250 € du kilowatt jusqu'à 6000 €. Mais bien sûr, aucune démonstration. Après, ayant évolué dans le monde anglo-saxon, marketing, commercial, ils sont très très forts. Voilà. C'est aussi une réduction du besoin d'investissement initial. Le SMR, vous divisez une puissance par des fois 6, 2, 3, tout dépend. Et donc, vous vous retrouvez avec un effort d'investissement initial qui peut être divisé par 10. Aujourd'hui, on considère qu'un SMR, alors ça, c'est pas les données Newhart, je vous dis les données que vous pouvez trouver dans toute étude économique du MIT ou d'autres universités, on parle de l'ordre d'1 milliard. 1 milliard, entre 1 milliard et 2 milliards. Vous connaissez à peu près les montants financiers qui sont en jeu pour un EPR. Vous vous doutez bien que tout ce qui est financement est beaucoup plus aisé quand vous parlez de 1 ou 2 milliards que quand vous parlez de 10, 12, voire 22 milliards parce que vous voulez en construire deux. Et donc ça, en termes de cible d'acquéreur, cible financière et les montants financiers en jeu et les mécanismes financiers, ça a beaucoup plus d'attractivité. Donc c'est par exemple des fonds de pension sont intéressés, voilà, des fonds de pension américains, des fonds de pension anglais, ce genre de choses sont intéressés sur ce marché. La réduction des risques associés, alors chantier simplifié, produits standardisés en série, des pièces forgées plus petites. Alors tout ça, je vous en parlerai un peu plus, notamment sur la stratégie industrielle. Quand on parle de chantier simplifié, de modularité,
c'est vraiment un changement de stratégie, je dirais, de l'industrie nucléaire. Adaptation au réseau de taille moyenne, et puis la polyvalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des États sont intéressés par les SMR, pas forcément que pour la production d'énergie. Vous allez à Helsinki, ils sont extrêmement intéressés pour le réseau de chaleur. Puisque aujourd'hui, l'ensemble de la production de réseau de chaleur, notamment sur Helsinki, est basée sur le gaz qui vient de Russie. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer l'hétérogénéité évidemment de chaque pays sur vraiment ce qu'ils attendent de l'attente des SMR. Et alors les conditions de succès identifiées, elles sont identifiées, alors ça c'est étrange, et j'attire votre attention, depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire que ça fait plusieurs décennies que l'industrie nucléaire appelle de ses voeux la standardisation, la modularité, et puis la production optimisée et de ce qu'on peut faire en usine. Alors vous avez entendu le terme préfabrication, ce genre de terme, et c'est déjà quelque chose sur lequel tout développeur de technologie nucléaire a déjà eu de multiples débats avec plusieurs autorités de sûreté nucléaire en Europe ou à chaque fois qu'il cherchait à exporter sa technologie, puisque autrement vous vous retrouvez à avoir ce qu'on appelle un offshot de coût, c'est-à-dire que vous devez reprendre du design, ce qui n'est pas votre stratégie initiale. Votre stratégie initiale, c'est que ces coûts soient des coûts non récurrents, c'est-à-dire que vous faites le design une fois, et vous n'avez plus de coûts de récurrent de design. Alors quand je dis design, c'est design du réacteur, je ne parle pas des conditions de cycle, qui sont bien sûr à chaque fois différentes. Et puis une harmonisation des approches de sûreté, puisque là aussi, c'est quelque chose, moi l'ayant vécu, aussi bien avec la SEN, mais avec l'ONR, donc l'autorité de sûreté nucléaire britannique, vous avez des approches de sûreté extrêmement différentes, et qui vous amènent justement soit à revoir vos démonstrations de sûreté, ou soit même des fois à créer des nouveaux systèmes ou intégrer des nouveaux desiderata qui vous changent encore une fois votre design. Et le dernier aspect dont je vous ai parlé, c'est l'équivalence des codes et standards. Pour nous en France, nous sommes très connaisseurs de ce que l'AFCEN produit, donc la suite des RCCM, RCCE, RCCW, ainsi de suite, ayant travaillé à l'international, où EDF n'a pas eu d'exportation de technologies nucléaires, ces codes et standards ne sont pas aussi bien connus, voire pas connus du tout. Voilà. Si vous allez dans les pays de l'Est, en Pologne, en République tchèque, voilà, ils sont plus connaisseurs soit des codes et standards américains, soit des codes et standards russes. Voilà. Donc voilà. Donc harmonisation aussi des codes et standards, ou équivalence à minima. Et là, je vous le parlais depuis quelques années, l'attrait dans le monde continue à croître, même si les marchés n'existent pas. Et ça, c'est un point aussi qu'il ne faut pas oublier. À tel point que l'Union européenne s'est emparée du sujet et a lancé ce qu'on appelle un Pre-Partnership SMR pour réfléchir à créer les conditions de succès d'un marché SMR, justement sur les vecteurs de succès dont je vous ai parlé. Standardisation, code et standards, approche, financement, aussi sur l'harmonisation, je dirais, des approches d'autorité de sûreté nucléaire. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Mais du côté politique et institutionnel, en forefront, bien sûr, des subventions extrêmement élevées aux États-Unis. Donc vous allez, si vous recherchez par exemple NuScale, vous verrez des propositions de coûts au kilowatt installé qu'ils font. Il faut savoir que c'est des coûts qui tiennent en compte des subventions et des réductions de taxes proposées par le gouvernement américain. Donc vraiment des subventions très élevées et un contexte économique qui est mis... vous avez la même chose en Angleterre et probablement en Russie et en Chine. Sachant que néanmoins, aujourd'hui, excusez-moi, vu le contexte économique et vu le contexte géopolitique, il est vrai que pour la Russie et de manière moindre la Chine,
l'exportation de technologies nucléaires est un peu en berne. Voilà. Complété par des investissements privés significatifs, je vous ai parlé de fonds, des groupements d'industriels qui sont très intéressés, des utilities, des particuliers, Bill Gates, pour ne pas le nommer, mais qui a investi dans la technologie. Aux États-Unis, il y a vraiment une stratégie qui est accompagnée par le DOE. Donc le DOE, c'est le département d'énergie américain, très agressif de reconquête d'un leadership technologique. Il faut savoir que les Américains ne font pas de différence entre la politique et le business. Pour eux, c'est intrinsèquement lié. Donc aujourd'hui, ils sont très actifs sur l'Europe, je dirais même agressifs, et ils sont portés, toutes les technologies sont portées par le DOE. Et le DOE finance des études de sol, des études de site, des études d'implémentation, finance des partnerships. Voilà, donc vraiment une politique extrêmement agressive, politique et institutionnelle. Et du côté des clients potentiels, côté pays occidentaux, le Canada est vraiment le fer de lance sur l'approche SMR. C'est-à-dire que le Canada a sorti une politique énergétique qui intègre une roadmap de déploiement des SMR. Donc ils ont fait une cartographie de leur pays avec une identification des segments dont je vous avais parlé juste avant et les implémentations possibles de SMR. Et pour ne pas le nommer, un utilities canadien, OPG, Ontario Power Generation, s'est associé avec GE Hitachi pour répondre à ce besoin exprimé par le gouvernement. Aux États-Unis, plusieurs projets qui ne sont pas encore finalisés, mais je vous ai expliqué un contexte très favorable politique et institutionnel. Nous, aujourd'hui, les pays d'Europe du Nord et de l'Est sont vus comme les premiers marchés potentiels, et c'est sur lequel nous, on se positionne. Mais vous verrez, et là, la concurrence est rude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 5 compétiteurs sur le même segment de marché, 200-400 MW électriques, et ils sont tous en Europe. Ils viennent tous en Europe. Donc il y a énormément de Memorandum of Understanding qui sont signés, c'est quasiment tous les 2 mois. Il y a beaucoup de stratégies nationales qui sont en cours d'élaboration. Vous voyez de plus en plus de gouvernements, récemment c'était la Bulgarie qui a signé au Parlement justement demandant à l'État bulgare de se mettre en relation avec Westinghouse. La Pologne récemment aussi, vous avez entendu parler. Donc voilà, vraiment ces pays sont des pays considérés comme cibles. Et puis il y a plusieurs pays émergents ou en développement qui intègrent les SMR comme une possibilité afin d'entrer dans le nucléaire civil. Voilà. C'est certainement souvent limité à leur capacité de réseau. Et puis on a des pays où un débat vont ressurgir. L'Italie, où le nucléaire était devenu tabou depuis quand même plusieurs décennies. Aujourd'hui, je dirais, il y a une résurgence du nucléaire. Il n'y a pas encore un débat public qui est lancé, mais il y a les prémices d'un débat public qui se crée dans l'environnement italien. Et le marché potentiel, il est extrêmement profond. Voilà, je vous avais expliqué que c'était 71 000 TWh électriques qu'il fallait pour arriver au net zéro dans les projections. Rien que sur les centrales à charbon. Donc aujourd'hui, les marchés qui ont déjà du nucléaire chez eux, donc qui sont déjà nucléarisés, ils représentent déjà plus de 3300 tranches de charbon, de production d'énergie charbonneuse. 3/4 ont une capacité inférieure unitaire à 400 MW électriques et 60% ont un âge supérieur. Donc ce graphe que vous voyez, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais ce qui est intéressant, c'est le 102 GW. Grosso modo, entre 200 et 400 MW en cumulé, sur ces pays aujourd'hui nucléarisés, il y a 102 GW à remplacer. Alors maintenant, on va rentrer dans le vrai vif du sujet. Excusez-moi pour cette introduction, mais je pense que c'était intéressant que je vous explique un peu le contexte. Le produit Neward.
Alors nous, notre produit, quelles sont les principales caractéristiques? Première chose, c'est une puissance nominale de 340 MW électriques. Donc c'est deux réacteurs intégrés qui sont 540 MW thermiques et avec un combustible standard enrichi à moins de 5%. Donc c'est deux réacteurs intégrés en parallèle qui produisent ces 340 MW électriques. Il est conçu suivant ce qu'on appelle un design modulaire et standardisé pour un assemblage en usine et donc une diminution du délai de chantier. La sûreté passive, vous voyez, c'était un des vecteurs pour ramener le ratio coût-kilowatt installé près des cibles. Donc c'est pour enlever les absences les contre-mesures au-delà des limites du site. C'est donc pour ça aussi qu'on réfléchit à une optimisation de l'intégration dans le paysage, et je vous en avais parlé, quitte à aller jusqu'aux bordures d'une ville. Un design international pour satisfaire les multiples exigences des autorités de sûreté, sans redesign important. Encore une fois, quand vous rentrez dans un effort de standardisation, et je vous parlerai de la modularité, mais quand vous rentrez dans le principe que vous allez assembler en usine, ça veut dire créer des usines. Ça veut dire créer des chaînes de fabrication. Ce qui tue tout industriel qui a des chaînes de fabrication, c'est de changer à chaque fois sa chaîne de fabrication. Ça, c'est de manière industrielle. Si jamais vous avez une usine, on n'aime pas ça. On ne fait pas ça. Et notre cible de béton, alors ça, c'est ce qu'on appelle le premier béton nucléaire. Hein, de la centrale de référence qui sera en France, il est placé à 2030. Et bien sûr, on intègre ce qu'on appelle la variabilité. Donc la variabilité, c'est dès maintenant, dans le design, on intègre la possibilité que ce SMR ne soit pas que pour de la production d'énergie, mais soit aussi pour répondre à de la production de vapeur, pour l'usage en cogène, donc pour la production d'hydrogène, potentiellement la désalinisation, et bien sûr, le dernier, c'est capture et valorisation du CO2. Pourquoi cette variabilité qui existe? Parce que je vous le disais, suivant les États, suivant les industriels, finalement, vous avez pléthore de potentialités du marché. Donc après, à vous de positionner votre segment de produit sur ce à quoi il doit répondre le plus, ou quel segment de marché vous voulez capter. Et donc, pour revenir à mon explication sur les réacteurs des différentes générations, Neward est considéré comme une génération 3+, ce que je vous expliquais, un REP. Alors, voilà, je dirais, le nerf de notre produit. Donc, la première chose, c'est un réacteur intégré. Alors, en filigrane à gauche, vous voyez un REP, un EPA. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je sais que j'ai une audience d'avertis. Vous avez une cuve, vous avez les pompes primaires, vous avez les générateurs de vapeur et vous avez le pressurizer. Aujourd'hui, notre produit, tout ça, c'est intégré dans ce qu'on appelle le RPV, Reactor Pressure Vessel. Donc c'est l'image que vous avez à gauche. Et donc l'excroissance verte que vous voyez, ce sont les pompes primaires. Donc tout est intégré là-dedans. En général, il n'y a plus de lignes primaires qui sortent d'une cuve. Et donc ce réacteur intégré est lui-même introduit dans une enceinte métallique avec ses systèmes passifs de sauvegarde. Et cette enceinte métallique est immergée dans un bassin d'eau. Et le bassin d'eau est notre fonction de transfert pour l'échange de chaleur. Et aussi, donc, ce qui nous permet d'avoir une sûreté passive, aujourd'hui, qui est annoncée à plus de 3 jours. Donc, ces deux réacteurs sont installés dans un îlot nucléaire, et vous avez une piscine mutualisée d'entreposage au milieu. Alors, 3 innovations importantes que nous avons sur la chaudière. Pour atteindre ces objectifs de sûreté, des objectifs de performance. Donc les trois sont, le premier, ce qu'on appelle les CSG. Alors, en français, c'est générateur de vapeur compact. Les deuxièmes, c'est les commandes de grappe immergées.
Et le troisième, c'est le système de refroidissement passif, RRP. Alors, les générateurs de vapeur. Alors, c'est des générateurs de vapeur qui sont une innovation puisqu'ils sont à plaque. De manière générale, les REP, c'est même quasiment sur beaucoup de réacteurs, c'est soit à tube, soit hélicoïdal, enfin en U, enfin vous avez ces technologies, mais là c'est des générateurs de vapeur à plaque. Donc la fonction, c'est produire la vapeur, c'est évacuer aussi la puissance des situations accidentelles et faire office de deuxième barrière de confinement. Donc vous les voyez en haut à droite, ils sont bleus, à l'intérieur du RPV, dont je vous montrais la photo juste avant, et vous avez donc ces CSG intégrés dans le RPV. Donc ça passe par des micro-canaux, et donc on est aujourd'hui sur 160 paires de plaques primaires et secondaires par module, et le matériau privilégié, qui est aussi une innovation dans ce secteur, c'est le titane. Donc la vision aujourd'hui sur, bien sûr, les risques techniques et technologiques, c'est les points de fonctionnement, c'est la durée de vie, la disponibilité, bon, je ne vais pas vous faire tout, mais l'industrialisation du procédé et la justification de la qualité de fabrication, et puis bien sûr la conformité au référentiel réglementaire, puisque aujourd'hui en France, il n'y a pas de référentiel réglementaire sur des générateurs de vapeur à plaque. Tout est conçu aujourd'hui sur des générateurs de vapeur à tube. Le deuxième innovation, c'est le mécanisme de commande des grappes, immergé. Donc là, c'est contrôler la réaction nucléaire. Donc, une des options de Nuard, c'est que nous ne fonctionnerons pas avec du bore. Donc, nous sommes en eau claire. Donc, c'est-à-dire que le contrôle de la réactivité se fait complètement via les commandes de grappes. Un mécanisme immergé. Donc, ça, c'est le caractère innovant. Et donc, toutes les contraintes qui sont liées à ça. Donc c'est une technologie immergée, c'est développer des blocs électromoteurs qui sont immergés, c'est la démonstration de la performance, puisque vous serez aussi en forcé, et puis la conformité au référentiel réglementaire, puisque encore une fois, ça c'est une évolution du référentiel réglementaire à avoir. Et le troisième, c'est le système de refroidissement passif. Alors, c'est pas forcément une innovation dans le monde. Les systèmes passifs de refroidissement, le principe en tout cas, il est déjà intégré dans certains types de réacteurs. La P1000 de Westinghouse a déjà ces technologies de refroidissement passif. Néanmoins, pour nous, EDF, et pour ensuite la SN, c'est quelque chose d'assez novateur, que nous n'avions pas dans nos centrales. Donc pareil, la démonstration sur le fonctionnement de performance, l'acceptation réglementaire, et puis la redondance. Voilà à peu près les trois grandes innovations majeures de notre produit. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que je connais un petit peu mieux, puisque c'est mon métier. C'est l'enjeu de la modularité et de la standardisation et de l'industrialisation. Alors vous avez en fait à droite représenté ce qu'on appelle le principe de modularité. Donc dans ce graphe, vous avez d'abord la vision du réacteur lui-même, c'est-à-dire le RPV, son enceinte métallique et son socle dans le béton. Donc c'est l'enceinte et cuve, assemblage sur site. Et puis vous avez à l'intérieur l'ensemble des systèmes de sauvegarde. Et si vous les regardez, en fait, ils ont une forme de ce qu'on appelle quartier d'orange, mais en fait, ils sont conçus modulairement. C'est-à-dire que chaque module peut être construit en usine, fabriqué, testé, recetté et livré pour être intégré directement dans l'enceinte métallique. Mais on va plus loin dans la modularité. Vous ne réduisez pas vos chantiers pour atteindre un horizon de 40 à 45 mois qui est la cible des SMR. Aujourd'hui, le modèle économique des SMR ne marche. Toutes les études technico-économiques que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, vraiment le MIT a fait des recherches là-dessus. Il faut arriver à un temps de construction en série d'un SMR entre 40 et 45 mois. Donc, l'effort de modularité, il ne peut pas être que sur le réacteur. L'effort de modularité, il doit être sur la conception même de l'ensemble de la structure du Balanced Nuclear Island, du Conventional Island, du Balance of Plant, en fait de l'ensemble de la centrale. Et donc aujourd'hui, nous poussons la réflexion et notre stratégie pour avoir des modules qui sont conçus
sur des plateformes standardisées. Donc, qu'est-ce que c'est des plateformes standardisées? C'est des plateformes containers, clairement, et qui seront assemblées sur site, mais qui auront été déjà complètement équipées. Donc équipées aussi bien en termes de tuyauterie, mécanique, vannes, pompes, électroméca, instrumentation, éventuellement des servitudes du type HVAC, donc ventilation et ainsi de suite, qui ont été recettés et qui seront vraiment en mode un peu, excusez-moi l'expression, Lego plug and play. Et on va aussi, dans cette idée, aller jusqu'à réfléchir sur la structure. Et donc aujourd'hui, nous développons des technologies qu'on appelle le steel concrete. Donc qui est une avancée de ce que vous pouvez connaître, qui est le reinforced concrete, où basiquement vous faites tout sur site. Je vous passe les détails, bancher, débrancher, et ainsi de suite, couler le béton, mais là, clairement, c'est quelque chose où structurellement, vous l'avez déjà. Alors, c'est pas novateur. Alors, c'est ça que je veux vous le dire, c'est pas novateur. Moi, je viens, avant mon expérience chez EDF, je viens de l'oil and gas. L'oil and gas, depuis très longtemps, a fait de l'off-site modular construction, tout simplement parce que l'oil and gas s'est retrouvé à devoir construire des outils technologiques dans des endroits, des localisations, où vous n'aviez rien. Moi, j'ai travaillé en Algérie, par exemple, en plein milieu du désert. Là, vous êtes vraiment sur de l'off-site modular construction. Récemment, il y a 10 ans, Technip a construit un projet tout au nord de la Sibérie, qui est le projet Yamal. Et dans l'industrie pétrochimique, vous avez vraiment ce qu'on appelle même des super modules. Des modules qui peuvent faire entre 40 mètres par 28 mètres. Voilà. Ce qu'on appelle des super modules. Donc ces concepts, ces technologies, elles existent. Maintenant, elles n'ont jamais été forcément déployées dans le nucléaire. Alors, deux, je dirais, développeurs importants ont déjà commencé ces travaux et ont essayé de les implémenter. Donc Westinghouse sur la P1000. Donc Westinghouse et Hitachi ont déjà fait des constructions ou sont en train de faire des constructions en intégrant déjà ces concepts. Des skids déjà pré-testés, préassemblés, de l'open top construction, alors, éventuellement du steel concrete sur la P1000, avec des degrés de réussite plus ou moins variables. Donc qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet déjà d'avoir une maîtrise industrielle. C'est-à-dire ça nous permet de gagner des temps sur les essais sur site. Ça nous permet aussi de maîtriser beaucoup mieux la coactivité, puisque nous aurons fait l'ensemble de la coactivité, ou la plupart de la coactivité, en usine. Donc une réduction des risques de montage sur site, des risques de défaut de montage, et donc une réduction des coûts d'investissement, puisque, vous le savez tout aussi bien que moi, ce qui coûte cher quand vous construisez, c'est ce qu'on appelle les intérêts pendant la construction. Les intérêts financiers pendant la construction, c'est ce qui grève vraiment le budget. Donc voilà l'orientation sur la modularité et la standardisation. Notre stratégie industrielle globale, alors excusez-moi, ce slide est un peu dense, mais sur le NSSS, nous sommes vraiment sur une technologie française, clairement avec nos partenaires. Néanmoins, nous prouvons que le SMR, Neward, est le SMR de l'Union européenne, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'autres développements européens sur ce segment de marché des small modular reactors. Donc on a vraiment, nous, une commercialisation sur la marque qui est que Neward est le SMR de l'Union européenne et qu'il est réalisé par l'industrie électrique européenne, nucléaire européenne, excusez-moi. Par rapport à nos différentes communications et nos différents, je dirais, échanges, nous avons de plus en plus des connexions et des liens très forts avec l'industrie nucléaire européenne. Et je peux vous dire qu'elle est extrêmement compétente et elle est extrêmement riche. Il y a énormément de choses à voir et à échanger avec nos partenaires industriels qui sont en République tchèque, qui sont en Pologne, qui sont en Slovaquie, qui sont en Roumanie. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il y a des échanges industriels qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc en Europe, nous avons une capacité industrielle et technique qui est vraiment très forte.
Donc nous développons un réseau de fournisseurs et de partenariats européens afin d'appuyer ce développement de l'industrialisation. Et puis, on est en train de réfléchir sur l'allotissement des composants, pour nous permettre une meilleure diversification des fournisseurs. Et ainsi aussi pour l'industrie des pays ici de pouvoir participer à l'industrialisation de ce produit dans le cas où on pourrait intégrer et développer un New World dans leur pays. Maintenant, la singularité du marché. Je vous disais, le business case des modèles SMR, il s'appuie sur l'effet de production de série. Alors, donc ça veut dire qu'on doit avoir un marché qui va accepter un design unique et qui est suffisamment large pour nous permettre d'amortir les coûts d'investissement, donc les CAPEX, qui vont être nécessaires pour créer ces productions manufacturières. Moi, j'ai envie de vous laisser un message là-dessus. C'est que pour moi, c'est une transformation extrêmement profonde de l'industrie nucléaire. Donc, dans le passé, la construction nucléaire, c'est ce qu'on appelait la construction in situ. Donc, ce qu'on appelle le stick built en anglais. C'est-à-dire que chaque projet, on arrivait avec la workforce, avec l'ensemble des matériaux, et on construisait tout sur site. Et à chaque fois, on faisait un design différent, si on n'avait pas un marché assez conséquent. Les SMR, c'est différent. On transforme ça dans une politique d'industrie manufacturière. C'est-à-dire que l'ensemble ou la plupart des efforts seront faits en usine pour réduire le plus possible les interactions de site, les tests sur site et la construction sur site. Les études technico-économiques que vous pouvez trouver montrent qu'il faudrait atteindre ce qu'on appelle un degré de modularité de 80%. Aujourd'hui, les meilleurs large nuclear power plants ont atteint 20-25%, vraiment dans le meilleur des cas. C'est pour vraiment vous montrer le changement de paradigme sur lequel on fait face dans l'industrie nucléaire. Donc notre planning. Donc, vous le voyez, 2030, premier béton nucléaire. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans le passé, parce que je pense que vous pouvez le lire. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est deux choses. Un, c'est les partenaires actuels avec lesquels EDF travaille. Donc, vous avez Naval Group. Donc, Naval Group, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une société qui travaille sur la production d'équipements, je dirais, de bateaux militaires sur la protection militaire marine. Donc ils font les sous-marins, ils font les porte-avions, ils font des vedettes, ils font voilà, enfin, tout ce que vous pouvez avoir sur le militaire naval. Vous avez Technicatom. Technicatom, c'est le centre d'ingénierie de la conception des réacteurs nucléaires de la propulsion navale française. Donc l'ensemble des chaudières nucléaires qui équipent nos capacités militaires, donc que ce soit le Charles de Gaulle ou les différents sous-marins, la conception de ces réacteurs a été faite par Technicatom et est toujours faite par Technicatom. Le CEA, que je pense je ne vais pas vous présenter, hein, vous connaissez le CEA civil, mais il y a aussi le CEA militaire, donc ce qu'on appelle le CEA d'âme. Framatome aussi, qui est une filiale du groupe EDF, et Tractebel Engie. Alors, si j'ai une question sur Tractebel Engie, pourquoi Tractebel ? Parce que EDF et Tractebel, on a beaucoup de points communs, en fait. Tractebel a participé à la conception de centrales nucléaires, participe au maintien en condition opérationnelle des centrales nucléaires en Belgique, et est un opérateur aussi, et on a beaucoup de similitudes, en fait. Donc, où on en est aujourd'hui ? Donc, à date, début 2023, nous passons ce qu'on appelle en APD. Alors, en anglais, on appelle ça un Basic Design. Il va durer sur 4 ans. Sera lancé après ce qu'on appelle la réalisation. Puisque ce que je vous disais, notamment, c'est que là, le fait que nous sommes dans une industrie manufacturière veut dire que nous devons construire, fabriquer des modules avant qu'ils arrivent sur site. Donc si vous coulez votre béton en janvier 2030, ça veut dire que, on va dire 3 mois pour que le béton sèche, on va dire, mais fin du premier trimestre, il faut que les premiers modules arrivent
et été recettés pour pouvoir commencer l'assemblage des modules. Donc, dès 2027, un lancement sur des fabrications, alors des fabrications de longue durée qui peuvent même être en anticipé, mais du detail design et des achats et de la production de modules qui va s'étaler en amont de ça. Aujourd'hui, nous sommes sur un target qui est un target que vous pouvez voir de 2030 à 2034. Sur les soutiens financiers, parce que c'était une question dont nous avions échangé. Donc aujourd'hui, nous avons eu les soutiens financiers sur la phase APS, donc avant projet sommaire, donc concept design en anglais, de 50 millions, qui avait été réaffirmé en septembre 2020, excusez-moi, confirmé en mars 2021, avec une notification en octobre 2021, et l'instruction est presque finie. Et puis nous avons des soutiens publics sur les phases suivantes, donc 50% sur le basic design et 25% sur le detail design, dans le cadre de France Relance 2030. Voilà, pour vous informer sur la partie financière. Maintenant, qui dit nouveau marché dit aussi pour EDF, donc nouveau marché, nouveaux produits, nouvelle approche de développer des centrales nucléaires. Donc EDF, nous avons pris la décision de créer une société qui s'appelle la société Nuwa. Et à ce titre aussi, on a changé aussi notre prisme. EDF, de manière générale, comme développeur de centrales nucléaires, a toujours eu pour principe de créer une centrale nucléaire pour ses propres besoins, et puis après, essayer d'exporter la technologie. Comme ce que vous pouvez avoir dans le domaine militaire, le Rafale, pour ne pas le nommer, c'est un peu le même principe. Là, vous êtes sur une stratégie qui est différente et qui s'apparente plus à ce que vous pouvez trouver des fois dans, excusez-moi l'expression, dans les biens communs. C'est ce qu'on appelle en anglais le design to market. Donc qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un marché qui est identifié et qu'est-ce que veut le marché? Et après, ce qu'on appelle le design to cost, c'est quel prix sont prêts à payer ses clients pour avoir ce produit. Alors ça, c'est quelque chose que vous retrouvez, excusez-moi l'expression, plus quand la téléphonie. Voilà. Apple fait ses études de design to market, design to cost, et se positionne sur un segment haut de gamme, voilà, ce genre de choses. Et juste pour vous expliquer la transformation aussi sur lequel. Donc pourquoi je vous parle de ça? Puisque en fait, on a décidé donc de créer ce qu'on appelle le INAB, donc International New World Advisory Board. Donc c'est un comité consultatif qui a des représentants à travers le monde, hautement qualifiés, sur différentes compétences, qui sont là pour, comme son nom l'indique, advisory, nous conseiller sur le développement du produit, mais aussi sur le marché sur lequel on se positionne, sur les stratégies. Voilà. Et donc voilà, vous avez les membres d'Ininable aujourd'hui qui sont identifiés. Donc vous voyez que vous avez des utilities, donc OPG, Ontario, Fortum, TVO, bien sûr nous, EDF. Vous avez des centres de recherche, donc CEA par exemple, BABA, donc les Indiens, Department of Atomic Energy. Et vous avez des centres universitaires de recherche aussi qui sont très actifs dans le nucléaire. Donc vous avez Politecnico Milano et vous avez le MIT. Et puis bien sûr, je n'oublie pas, UGV Group, qui intervient beaucoup en support de l'autorité de sûreté tchèque, sur tout ce qui est technologie, innovation, sur le nucléaire. Et donc j'ai le plaisir de dire que ce projet d'INAB a été lancé. On a eu la première réunion le 22 avril, on a eu la deuxième réunion au mois de décembre à Lyon. Pourquoi j'ai le plaisir de vous en parler? Parce que de plus en plus, je ne pourrais pas vous dire qui aujourd'hui, mais nous sommes sollicités par certaines utilities qui sont extrêmement intéressées pour y participer. Donc aujourd'hui, vous avez dû voir dans la presse, en tout cas, un accord qu'on a signé, qui n'est pas sur l'INAB, mais un accord très important pour nous. C'est avec Respected Energy en Pologne, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'engage. Donc Respected Energy, c'est quelqu'un qui est un développeur plutôt je dirais de production d'électricité alternative, c'est-à-dire hydrolien, solaire et ainsi de suite, mais qui s'engage avec nous pour étudier
avec NewHard, la possibilité d'avoir des SMR en Pologne. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et le deuxième, et ça c'est vraiment aussi, c'est plutôt une première mondiale, c'est que nous avons lancé le GER en anglais. Ça s'appelle Joint Early Review. Qu'est-ce que c'est clairement? C'est une pré-évaluation conjointe par 3 autorités de sûreté européennes de notre design. Ça aussi c'est un succès, puisque nous avons réussi à convaincre, à mettre autour de la table l'ASN, donc STUK, donc, qui est l'autorité finlandaise, et SUGB, qui est l'autorité de sûreté tchèque. Et donc, ils sont en train aujourd'hui de faire un assessment, une pré-évaluation de notre design, et sur lequel nous avons des réunions régulières. Et on a aussi un deuxième objectif. Et il est sur la standardisation des méthodes d'autorité de sûreté nucléaire, l'harmonisation. Puisqu'en fait, ce GER groupe nous permet de favoriser la collaboration internationale entre autorités de sûreté nucléaire et créer les conditions d'un licensing européen. Et là aussi, j'ai le plaisir de dire qu'aujourd'hui, nous avons d'autres autorités de sûreté nucléaire européennes qui viennent vers nous et qui expriment leur intérêt suite à cette première année d'expérience que nous avons avec le GER, qui expriment l'intérêt de venir faire partie de ce Joint Early Review. Très rapidement, la stratégie, je vous le disais, le design to market, cibler au mieux les attentes des clients. Et ça, c'est une approche extrêmement différente pour EDF dans le passé. Mais ça, pour nous, c'est vraiment un changement de paradigme extrêmement important. Le deuxième, c'est le soutien institutionnel en France et en Europe. Donc, je vous parlais du soutien financier, et je vous parlais aussi d'avoir vraiment une conception du marché qui nous permet vraiment de développer les SMR. Le troisième, c'est sécuriser l'orientation à l'export. Donc, vous voyez un comité consultatif étranger, la démarche Joint Early Review, et puis un schéma industriel européen renforcé, donc avec un collectif qui sera avec des partenaires qui sont aujourd'hui français et belges, mais que l'on espère pouvoir étendre à d'autres partenaires européens. Et donc des recherches de partenaires européens sur tous les segments dont je vous ai parlé. Donc les segments nucléaires bien connus, mais aussi des segments sur des technologies de construction, sur des méthodes de construction qui sont peut-être un petit peu étrangères aujourd'hui à notre connaissance de marché de construction de centrales nucléaires, mais qui existent dans le monde de l'industrie. Et se rapprocher de l'industrie sur la conception, la réalisation, faire ce qu'on appelle les Factory Acceptance Tests de modules et donc d'industrie manufacturière. C'est une transformation qui a été faite dans certaines industries. L'industrie aéronautique l'a fait, Ariane Group, Airbus, pour ne pas les nommer. Et là, c'est là où j'insiste, et c'est normal, c'est mon métier, c'est pour vous expliquer à quel point ça change de paradigme la vision qu'on avait sur la construction de centrales nucléaires dans le monde. Je vous remercie de votre attention. C'est la fin de mon exposé. Merci beaucoup. Merci bien pour cet exposé complet. Je voudrais compléter par le fait, un atout technique important du projet NewHard au niveau de la conception, c'est que il n'y a pas, dans le circuit primaire, si je peux dire, il n'y a pas de bord pour contrôler la réaction en chaîne, contrairement aux centrales de notre parc. Ça, c'est très important parce que ça va dans le sens de la simplification technique. Bon. Donc la réaction en chaîne est contrôlée par des grappes de commande, bien sûr, parce que ça faut en permanence, en régime normal et tout événement en augmentation de puissance haute, contrôler la réaction en chaîne, et aussi en substitution avec des poissons consommables, comme on dit, enfin des dispositifs absorbeurs de neutrons qui se diluent, par exemple avec l'épuisement des combustibles. Dans ça, je voulais insister sur ce point-là, que vous vous rendiez bien compte de cette simplification majeure. Parce que sur les tranches de notre parc, ces systèmes de traitement
de l'eau borée, c'est extrêmement, c'est beaucoup de systèmes, toutes les opérations de borification, dilution, justement, pour faire varier la réactivité, comme on dit, pour aussi pour la chimie associée, les circuits de traitement, de contrôle volumétrique, etc. Bon, ça c'est un point clé. Maintenant, effectivement, au niveau, je dirais, opérationnel, on a parlé du Canada qui, effectivement, a Ontario, la compagnie électrique du Canada, de la région de. Enfin, c'est un région-État, je ne sais plus, l'Ontario, qui a effectivement commence à construire hein, le projet donc, General Electric Hitachi. Bon, c'est de la filière bouillon, hein, BWR, et pas pressurisé. Bon, vous savez que le bouillant, de fait, bah, on envoie la vapeur secondaire qui vient directement de la sortie du cœur, donc et à de la radioactivité. Donc les turbines sont actives. Bon, contrairement à filière PWR, on a les générateurs de vapeur intermédiaires. Voilà, c'est pour. Voilà. Alors maintenant, il y a, je voulais aussi mettre en avant un point majeur sur cet objectif primordial de figer le design au départ. On a vu avec la modularité, etc. On a vu voilà, que les autorités de sûreté expriment les exigences une fois pour toutes et qu'on n'y revienne pas trop. Et puis, ben, la question aussi, les clients. Il va falloir imposer aux clients que, voilà, que on leur impose un équipement. Voilà, il y aura peut-être des options, mais voilà, sur étagère, mais que ça ne remette pas en cause. Bon, ça c'est un objectif majeur, si on veut effectivement l'objectif arriver à la standardisation, la modularisation. Voilà, ça c'est très important. Il faut, je pense que EDF impose cet objectif de standardisation. Et il y a une question aussi liée, c'est que dans les projets antérieurs, ou souvent, c'est que les clients, par exemple les centrales qui ont été exportées, souvent il y avait une part industrielle. Hein. C'est-à-dire que un pays, par exemple disons la Chine, demandait une localisation industrielle de fabrication d'équipements. Bon, donc voilà, question soulevée. Il va falloir peut-être, enfin, je ne veux pas me positionner, mais vous voyez l'enjeu. Parce que si, bon, après si c'est le même design, ça va, bon, encore, bon, il faudra maîtriser la fabrication, mais avec des risques, il faut qu'il y ait le savoir-faire, etc. Il faut que dans le pays donné, il y ait les capacités propres à cette fabrication. Et je rajouterais, ben, il va y avoir des appels d'offres. La question, c'est est-ce que c'est des appels d'offres européens, soumis à la directive européenne? Est-ce que le projet est soumis à la directive européenne, effectivement, ou pas? Donc, quel est le positionnement de la société New World? Pourquoi on crée une société New World? Donc, c'est un peu votre question, en fait. Tout simplement puisque aujourd'hui, toute filiale, en tout cas qui est rattachée à part certains statuts particuliers, EDF est une entité adjudicatrice. De paramètres à ça, c'est une entité donc, qui est actionnaire étatique, c'est le premier paramètre. Et c'est le deuxième paramètre, c'est un opérateur de réseau. Donc il fait de vous une entité adjudicatrice. À ce terme, vous est associé le respect de le code de la commande publique. Dans le cadre de New World qui est créé, nous sommes un développeur d'une licence de produit. Donc oui, nous restons sur actionnariat EDF à 100%, mais nous ne sommes plus dans le deuxième paramètre qui est nous ne sommes pas un opérateur de réseau. Nous sommes un développeur de technologie, nous sommes un vendeur de licences, et certainement nous allons aussi nous positionner sur ce qu'on appelle la chaîne en anglais EPC, Engineering Procurement Construction. Nous allons se positionner sur ces segments. Mais nous ne serons pas un opérateur de réseau. Nous répondrons à des utilities
EDF étant une utilities, à leurs besoins, mais nous vendrons une solution. Donc un équivalent quelque part, si je peux me permettre, d'un Westinghouse, par exemple. Pour répondre à votre question, nous ne sommes pas tenus au code de la commande publique. J'en ai peut-être une à poser parce que vous avez dit que vous n'aviez pas les clients. Et est-ce que la France envisage, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que pourrait faire la France avec New World? Alors aujourd'hui, le président Macron a confirmé qu'il y aurait un premier de série en France. Donc c'est confirmé qu'il y en aurait un. Nous aimerions qu'il l'annonce un peu plus, bien sûr. Et c'est en cours d'instruction, justement, ce que je vous disais, sur la politique énergétique française qui doit être mis à jour complètement suite au... PPE en particulier. Voilà. La parole est à vous. Oui. Ça va être simple, c'est quid de l'Allemagne. Donc, voilà, je voudrais savoir à peu près, dans ce projet, la connotation un peu européenne, quel est le poids de l'Allemagne, que fait l'Allemagne, voilà. Alors, c'est une question assez difficile parce que c'est une question même qui, je pense, au sein de l'Allemagne, a un certain tabou, mais un certain débat qui est en train de bouillir, excusez-moi l'expression, sous-jacent. Tout simplement parce que l'Allemagne vient de décider de prolonger l'utilisation de ses centrales nucléaires, que la politique énergétique allemande, qui était aux antipodes de la politique française sur ce qu'on appelait l'indépendance énergétique, clairement, en Europe, l'Allemagne était contre ce concept d'indépendance énergétique, souveraineté énergétique, c'est quelque chose que l'Allemagne était vraiment absolument contre. Force est de constater qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une position où ce n'est plus tenable, et se retrouve extrêmement exposé sur la dépendance du gaz russe, qui met les ménages allemands dans une position extrêmement confortable. Alors, l'Allemagne, de son position... Inconfortable, excuse-moi. Le positionnement de l'Allemagne et sa géolocalisation fait que quand même il est limitrophe de plein de pays qui lui permettaient de stabiliser son réseau. La France, la Pologne, les centrales à charbon dont l'Allemagne a eu besoin, elles ont été en Pologne. Elles ont été dans d'autres pays limitrophes. Sauf que ces pays, eux, sont contraints de se décarboner. Donc l'Allemagne, aujourd'hui, pour vous répondre, je n'ai pas une vision claire, mais je sais qu'il y a un débat dans la société allemande où le tout renouvelable et la dépendance au gaz les met dans une position extrêmement inconfortable. Si votre question c'est est-ce qu'il bloque ces initiatives au niveau européen, non, je pense pas. Je pense plus. Clairement, il y a tellement de pays de l'Union européenne qui ont des besoins énergétiques majeurs et qui sont extrêmement dépendants du gaz. L'Italie, par exemple, soit dit en passant, clairement. Il faut savoir que beaucoup d'industries manufacturières en Allemagne et en Italie ferment aujourd'hui. Ils préfèrent mettre leur usine en suspens plutôt qu'honorer les commandes. Parce que le coût de l'énergie est tellement important, finalement leur OPEX, il n'y a plus d'intérêt de continuer. Donc voilà, je ne peux pas répondre plus, mais voilà l'insight que je peux avoir. Oui, bonjour. Je voudrais poser juste une question sur le produit lui-même. Il est modulaire, etc. Quelle est je veux dire, sa fabrication, elle est quand même faite sur site, ou quelle est la part qui est faite directement en usine, si on peut dire? Et bon, ça c'est une première question. Okay. La deuxième, quel est le délai de construction? Okay. Quel est, au niveau de la radioactivité, quels sont au niveau des déchets radioactifs, est-ce qu'il y en a plus ou moins que dans les EPR? Alors, plusieurs questions. Sur les déchets, c'est moins. Puisqu'on a par exemple pas de bord, on n'a pas ce genre de choses. Donc, moins. Et c'est les sûretés passives aussi qui le font. Sur les délais de construction. Aujourd'hui, ce que je vous disais, la cible de tout projet SMR,
c'est entre 40 et 45 mois. D'accord? Ça, c'est pour ce qu'on appelle les NOAK, c'est-à-dire les N séries de réacteurs. Le first of a kind, donc le FOAK, ce qu'on appelle en anglais, lui, forcément, prendra plus de temps que ça, et vous pouvez aisément rajouter 25% de ce temps-là. Mais sachez que la cible pour avoir un business model qui est cohérent et qui vraiment est stable et sur lequel vous pouvez avoir des marges, il faut vraiment tenir ces 40-45 mois de construction en série. Et juste rappelez-moi la première question, excusez-moi. Ah, le pourcentage de modularité. Eh bien, c'est simple. Quand on dit les modèles économiques vous disent 70 à 80% de degré de modularité, c'est que grosso modo, vous avez enlevé quasiment 50% des opérations du site, comparativement à un large NTP. C'est à peu près l'ordre d'idée. Et on les ferait où? En usine. Construit, je veux dire. En usine. Où? Ah. Non, mais... Là, on continue. Alors, dans le passé, vous aviez fait quoi? Qu'est-ce qu'on avait fait? On amenait des pompes, on amenait des tubes, on amenait des câbles, on amenait des chaînes de câbles, on amenait des cuves, on amenait... Voilà. Là, la stratégie, c'est vous avez déjà tout assemblé. Vous avez déjà intégré dans un skid container. Prenez un container. Vous voyez à peu près la taille d'un container. Voilà. Bon, alors il y a deux types de containers standards dans le monde, mais prenons un container standard. En gros, dedans, vous avez intégré le montage électromécanique, les supports, l'HVAC, la tuyauterie, l'instrumentation, le câblage, enfin, tout ce que vous trouvez, et vous l'avez déjà testé. Vous l'avez soudé, testé, recetté, et vous le shippez, ce qu'on appelle, enfin vous faites le shipment, excusez-moi, transport, excusez-moi, j'ai passé plus de 6 ans en Angleterre, donc vous voyez bien que c'est toujours une difficulté pour moi. Et vous allez, ce qu'on a fait, faire de l'open top construction. Donc qu'est-ce que c'est de l'open top construction? C'est une technique que la UERA recommande, hein, que le Candu a fait, et ainsi de suite. C'est qu'en gros, vous venez amener vos modules. Et avant de passer au niveau au-dessus, là, vous avez déjà mis les modules. L'évolution aussi, maintenant, avec nous dans la technologie nucléaire, c'est d'intégrer dans ces modules, ce que je vous disais, ça existe déjà dans l'oil and gas. Mais l'oil and gas ne fait pas de béton. Enfin, il évite de faire beaucoup de béton. Nous, on a besoin de béton, voilà. Et donc, nous, on va intégrer dans nos modules des éléments de structure. Donc, voilà. Donc, c'est des usines. Maintenant, la question que vous me posez, c'est où sont ces usines? C'est ça la question. Aujourd'hui, elles n'existent pas, puisque c'est une industrie manufacturière à créer. La stratégie industrielle de quel type d'usine, quel type d'opération, quelle taille d'usine, et ainsi de suite, aujourd'hui, elle n'est pas encore mature, et que ce soit nous et tous les concurrents. Mais par contre, on y travaille activement pour définir le modèle manufacturier nucléaire, SMR, qui est le plus optimum pour répondre à notre business plan, et aussi les efforts d'investissement. Puisque c'est ce que je vous disais, quand vous faites une transformation et que vous créez une industrie manufacturière, vous faites des investissements CAPEX. Qu'est-ce que sont ces investissements CAPEX? C'est la création d'une usine. Ce que fait une société qui crée des voitures, elle fait une estimation de son marché de cible et elle crée une usine en conséquence pour avoir une production de voitures à capacitaire, voilà, sortir une voiture toutes les heures, ou tous les 20 minutes, et ainsi de suite. Et bien finalement, vous êtes dans la même transformation. Alors, on ne sera pas au niveau de la production voilà, de séries de vendre des milliers de voitures, des millions de voitures, bien sûr, mais on est quand même sur une approche manufacturière. Donc il faut réfléchir différemment avec notre réseau d'industriels, et le réseau européen, ce n'est plus aller voir juste un monsieur qui fabrique des pompes ou un monsieur qui fabrique des cuves, ainsi de suite. C'est de se dire, mais comment je vais créer finalement ces modules? Comment je vais créer le lean management d'une chaîne manufacturière pour que ces modules sortent, recettés, testés, avec le maximum d'intégration? Un ratio que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle le ratio 1:3:8, qui vient de ce qu'on appelle le shipbuilding, c'est-à-dire tout ce qui est naval. Une opération dure 1 heure en usine. Une opération dure 3 heures quand vous faites un assemblage de skid sur site. Et une opération dure 8 heures quand vous le faites in situ.
c'est un ratio qui a été développé, qui a été démontré plusieurs fois. C'est qu'entre un soudeur qui fait une activité en usine, répétitive, sur le même produit, et qui fait dans des conditions avec des outillages, avec du lean manufacturing, avec voilà, un setup de workbench et ainsi de suite, contrairement à celui qui va le faire sur un atelier sur site, et contre celui qui doit amener l'ensemble du matériel dans la zone de montage. Ben voilà, il y a une démonstration qui a été faite, c'est ce qu'on appelle les facteurs 1, 3, 8. Donc, je vous invite à regarder. Et c'est pour ça que je vous dis, le off-site modular construction, c'est quelque chose qui est déjà connu. Si vous avez l'opportunité d'aller sur les chantiers de Saint-Nazaire et de voir l'assemblage des bateaux de croisière, ou si vous allez en Norvège, je peux vous jurer qu'en termes d'industrialisation et de modularisation, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Je confirme. Oui, deux petites questions. Alors la première, vous avez parlé d'une cible de 100 gigawatts. C'est à quel horizon? Alors, l'horizon, c'est que ce que je vous disais, c'est aujourd'hui, excusez-moi, comme ça je vous remontre le slide, c'est qu'aujourd'hui, 60% d'entre elles ont plus de 20 ans et 30% ont plus de 40 ans. Or, si vous faites des CCG, enfin des centrales à charbon, gaz, et ainsi de suite, 40 ans, normalement, c'est la limite. Et aujourd'hui, les États se retrouvent dans une difficulté où soit ils doivent décider de les rétrofit, c'est-à-dire les remettre à jour et ainsi de suite, sauf que c'est à l'antipode de la trajectoire décarbonation qu'ils sont en train de prendre. Mais donc ce serait 100 gigawatts à l'horizon 2050 ou bien avant? Bien avant. Bien avant. Oui, c'est parce que je calculais la production d'électricité, ça fait que 700 TWh, donc on n'est qu'à 1% de vos 70 000 TWh. C'est ça. Donc je vais dire c'est peanuts. C'est peanuts, mais en termes de production d'énergie nucléaire, faites le calcul, 102 gigawatts, nous, un SMR, c'est 340 mégawatts. 340, donc 2 fois 170. Oui, ça en fait déjà un certain nombre. Ah Oui. oui, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça prendra une part assez faible finalement de la production d'électricité mondiale, c'est non, ça? alors ça c'est vrai. Les SMR ne vont pas être là, alors oui, vous avez raison et je vais le préciser, ne sont pas la solution à l'enjeu dont on fait face. Ben oui, donc c'est pas ça qui va résoudre le problème de la dégazéification et du support des renouvelables par du pilotable. Alors, si, ça va y répondre quand même sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de production de base avec l'éolien et le solaire. Oui. D'accord? Et le risque, c'est que le gaz devienne la production de base. Donc, aujourd'hui, ce risque, c'est un risque géopolitique que les États ne sont plus prêts à prendre. D'accord? Donc, le SMR, sur la capacité charbon, c'est-à-dire pour remplacer juste les centrales à charbon, je ne vous ai pas parlé des besoins énergétiques des industriels. Un industriel qui utilise le gaz, les industries chimiques, qu'est-ce qu'elles ont besoin? D'électricité, de vapeur. Ça, ce n'est pas dans ce calcul des 102 gigawatts. Non, non, on parle d'électricité, on est d'accord. Voilà, pour remplacer juste des centrales à charbon. D'accord. Et donc la deuxième question, c'était, le nucléaire a toujours été, je vais dire, une chasse gardée des États. Est-ce que les États accepteront que ce soit qu'il y ait une privatisation et que des opérateurs privés puissent opérer des SMR pour ne pas rentrer dans une arène de SMR, si j'ose dire? Alors, effectivement, ça fait partie du travail de la Commission européenne. Et par exemple, Fortum, donc, qui est un opérateur de réseau, travaille activement en Finlande sur ce sujet. Oui, effectivement. C'est pour ça que vous avez des utilities qui sont plutôt dans l'éolien et solaire, qui se positionnent en disant « je veux devenir un opérateur de petites centrales nucléaires » ou le honneur. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais, ça change beaucoup de choses en fait. Et même sur les différents, vous avez les vendors, vous avez les distributeurs, vous avez les opérateurs, vous avez les owners. Il y a tout un tas de nouveaux écosystèmes qui se créent et qui sont nécessaires en fait. Et donc pour répondre à votre question, oui, il y a des États qui sont prêts à le faire. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressant, même si je suis arrivé un peu en retard, j'ai manqué quelques slides. Deux questions, vous avez parlé de subventions françaises, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros.
qu'est-ce qui empêcherait d'avoir des subventions d'autres pays européens, voire de la Commission européenne, mais c'est peut-être plus difficile. Et puis dans le même registre, alors j'ai pas retenu exactement le nom, mais le comité consultatif dont font partie le MIT, le enfin, etc. L'INAB, oui, l'INAB. Pourquoi, enfin, est-ce qu'il y a peut-être potentialité d'intégrer des Suédois ou des Anglais qui semblent aussi, qui ont une expérience, ou qui semblent très, très moteurs ou volontaires pour le nucléaire, et étendre votre club des ANR à d'autres autorités que l'autorité finlandaise, française et tchèque. Oui, alors, ouais. Alors effectivement, donc pour répondre à votre première question sur les subventions, il y a déjà une démarche que nous on entraîne sur déjà des discussions avec l'Union européenne, puisque vous savez que France Relance, l'État français doit démontrer à l'Union européenne que ce n'est pas une subvention cachée. Et donc on doit démontrer à l'Union européenne que nous atteignions un certain degré de maturité qui n'est pas de l'industrialisation. C'est-à-dire que l'Union européenne ne se positionne pas aujourd'hui à subventionner, elle subventionne des travaux de recherche, elle subventionne des travaux dans certains centres de recherche, par exemple en Italie, mais effectivement, elle se pose la question via ce qu'on appelle le Pre-Partnership European SMR sur qu'est-ce qu'elle va réfléchir en termes de subventions. Puisque vous voyez beaucoup de startups qui se créent, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nucléo, là, récemment, par exemple, ou d'autres, et qui sont vraiment en création, vraiment, effectivement, qui sont plutôt sur des fonds propres, ou des fonds, enfin, des ouvertures de fonds, des appels à fonds. Mais l'Union européenne comprend de plus en plus qu'elle doit se positionner aussi pour subventionner un écosystème. Alors, ce n'est pas forcément via un vendor, ça peut être sur des recherches d'harmonisation des standards, ça peut être sur tout un tas de choses pour avoir un écosystème. Et oui, pour répondre à votre question, effectivement, ce sera quelque chose sur lequel on réfléchira. Sur l'ouverture, pour répondre à votre question, l'INAB, on a Fortum. Fortum est, si vous regardez, hein, c'est le premier opérateur européen. À EDF, on n'est plus que le troisième. Hein. Enfin, juste pour le remettre. Le premier, c'est Fortum. Le deuxième, c'est Endel. Et EDF est troisième. Donc Fortum, ils sont basés et en Suède et en Finlande. Leur headquarter, il est à Helsinki. Maintenant, pour revenir au GER, effectivement, aujourd'hui, nos présentations, le réseau aussi qui anime ces autorités de sûreté participe, la EIEA participe à énormément de différents forums et ainsi de suite, commence d'elle-même à parler de ce Joint Early Review. Et effectivement, on sent déjà quelques appels du pied d'autres autorités de sûreté nucléaire qui pourraient être intéressées. Le cas de l'ONR est un cas assez intéressant. Parce que l'ONR déjà fait face à un énorme challenge en interne. Tout simplement puisqu'on a lancé... On va répondre à votre question. Oui, alors j'ai trois questions. La première très simple, quelle serait la durée de vie d'un SMR selon le modèle Neward? La deuxième, par rapport à la sûreté, est-ce qu'on ne peut pas risquer... Enfin, j'imagine que du coup pour Neward, on a déjà vu qu'il y avait trois autorités de sûreté qui sont sur le coup. J'imagine que sur les SMR étrangers, notamment les SMR américains, c'est un peu la même chose. Ils cherchent à avoir les compétences des agences de sûreté locales ou internationales. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gros poissons, notamment américains, viennent imposer leur modèle ou conforter leur modèle par rapport à leurs propres autorités de sûreté, et ces autorités de sûreté-là, en fait, valident ce modèle-là, et ce modèle-là peut s'imposer face aux autres modèles, notamment européens. Et la dernière question, c'est par rapport aux subventions françaises, du coup pour Neward. On a vu qu'on était sur du 50 millions pour la phase à APS. On est sur du 500 millions pour les phases suivantes. Où est-ce que ça se situe, ce niveau-là de subvention par rapport aux subventions que peuvent recevoir les autres modèles à l'étranger, par rapport à leur propre gouvernement? Merci. Alors je vais reprendre dans l'ordre. Donc la durée de vie, c'est la même que celle qui est annoncée sur un EPR, c'est 60 ans. Donc on se positionne vraiment sur le même sur ça, sur la durée de vie, sur le même segment que sur les Gen 3, plus de l'EPR.
La deuxième chose sur l'influence des vendeurs et de leur autorité de sûreté. Alors là, c'est quelque chose où, excusez-moi l'expression, c'est vrai que nous avons évolué en France avec des concepts, des codes, des autorités de sûreté, et nous avons créé une sorte d'exception française. Voilà, je vous en avais parlé de l'AFCEN, le RCCE, le RCCM. Vous allez dans certains pays de l'Union européenne, d'Europe de l'Est, c'est absolument pas connu. Vous allez en Belgique, par exemple, ou au Danemark, ou en Hollande, excusez-moi, ils connaissent plus le NRC, par exemple. Voilà, c'est le code américain, enfin, c'est le référentiel de sûreté américain. Ils connaissent l'ASME. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'ASME. Hein, voilà. C'est pour le piping, pour la tuyauterie. C'est un standard international, c'est un standard américain. Quand nous allons voir une société de tuyauterie, voilà, et c'est ce qu'on appelle la qualification industrielle de partenaires européens, c'est vrai que quand vous venez et que vous parlez de ASME, pas de problème. Alors il y a différents grades d'ASME, bien sûr, hein, je caricature. Par contre, quand vous venez leur parler du RCCM, c'est pas du tout la même approche. Donc il y a effectivement pour nous aussi le besoin de montrer qu'il faut monter et faire monter en compétence l'industrie européenne sur la connaissance de nos codes et standards. Et effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que le premier ne va pas tout prendre? Alors revient aussi le débat de ces États sur l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que certains des États, effectivement, les Américains sont extrêmement agressifs d'un point de vue commercial, marketing. Et vous vous doutez bien que quand les Américains concluent un deal sur une centrale nucléaire, il n'y a pas qu'une centrale nucléaire. Puisque je vous disais, politique et business, il n'y a pas de séparation. Néanmoins, nous savons aussi que ces États manifestent l'intérêt d'avoir une dualité. C'est-à-dire clairement disent, je ne veux pas avoir qu'une technologie française ou qu'une technologie américaine, je veux une certaine diversité. Alors ça ne veut pas dire 5, 6 et ainsi de suite, mais une sorte de balance. Voilà. Parce que justement, ne pas se retrouver, entre guillemets, otage d'un simple design, d'un simple référentiel, et ainsi de suite. Mais créer, bien sûr, ce que je vous disais, la contrainte sur leurs ressources. Parce que entre instruire un assessment, un GDA d'un bouillant, et le faire sur un REP, c'est pas forcément les mêmes compétences, et donc ça crée des frictions. Et le troisième aspect, c'était sur, excusez-moi, les subventions françaises par rapport aux autres pays. Alors, la subvention française a été un message extrêmement fort de notre gouvernement sur la relance, et inclut clairement les SMR comme un vecteur, clairement sur la nucléarisation et sur la relance du nucléaire. Maintenant, c'est clair que certains de nos compétiteurs n'ont rien et sont vraiment, je dirais, en attente de subventions, pour ne pas les nommer Rolls-Royce. Voilà. Ils sont vraiment en attente de position du gouvernement, ils veulent un engagement de gouvernement sur 10 SMR, enfin je ne sais plus ce qu'ils ont dit récemment, mais et ils sont vraiment au couteau tiré. Certains sont sur des développements en fonds propres, hein, je pense les Coréens par exemple, hein, ça fait très longtemps qu'ils réfléchissent à ces concepts, qu'ils sont développés, voilà. Bon, la Chine et la Russie, je ne veux pas vous en parler, puisque vous vous doutez bien que question subvention, voilà. Par contre, aux États-Unis, eh ben, vous avez deux styles. Vous avez des startups, NuScale, qui a levé des capacités énormes, qui a des industriels qui ont mis ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire qui ont investi dans la société. Et donc, je ne sais pas à combien elle est valorisée, il faudrait peut-être regarder sur le stock combien elle est valorisée, mais clairement, il y a eu des injections qui, je pense, montent plus d'1 milliard, parce que je pense qu'ils ont dépensé déjà plus d'1 milliard, 1,5 milliard sur le développement, et ainsi de suite. Et puis, vous avez GE Hitachi. GE Hitachi, ça a plutôt été en propre aussi. Donc, c'est un peu disparate, si vous voulez, je n'ai pas une réponse extrêmement précise. Mais il est clair que vous avez aujourd'hui des startups qui se créent, excusez-moi l'expression, d'initiative personnelle, qui arrivent à lever très rapidement 500 millions d'euros. C'est à la hauteur de ce qu'on parle pour EDF.
c'est une start-up. Il y a un an, elle n'avait pas d'entité juridique. Elle n'existait pas. C'est quelques personnes qui se sont retrouvées autour d'un concept, qui sont allés voir des financeurs, et ça a marché à l'auteur de 500 millions d'euros. Donc c'est juste pour vous montrer aussi que vraiment, il y a un engouement généralisé et il y a des investissements vraiment de partout. Oui, là, j'ai encore une question là, concernant justement tous les standards, les technologies qui sont les nôtres, quoi. Qu'est-ce que fait EDF et toute la galaxie autour auprès des écoles d'ingénieurs et des universités pour promouvoir justement ces technologies et ces standards qui seront, on l'espère, des standards de demain, hein, puisque donc on est sur des développements de temps plutôt long. Et donc il me semble intéressant aujourd'hui d'aller voir toutes ces écoles et de promouvoir et de les aider à les former sur les technologies qu'on pousse. Et comme ça, de les retrouver d'ici 5 ans ou 10 ans aux manettes des décisionnaires. Alors, j'y répondrai de deux choses. La première chose, c'est nous, on pousse l'AFSEN à travailler. Par exemple, donc l'AFSEN, c'est l'association française sur les codes des standards, à travailler et à s'ouvrir à ce que par exemple, des autorités de sûreté et à ce qu'elles ont l'habitude de voir. Pas plus, je pense que le prochain séminaire, la prochaine journée AFSEN, c'est 29-30 mars, hein, tout le monde peut y aller et s'inscrire. Hein. Et normalement, il y a un segment porté par les SMR sur lequel l'AFSEN a l'intention de faire venir des autorités de sûreté nucléaire pour discuter code et standards. Puisque quand vous dites design stabilisé, si vous allez vendre un design avec un code et standards français, mais que l'autorité de sûreté, que éventuellement même les industriels, les opérateurs ne connaissent pas, ce n'est pas possible. Donc la première approche, elle est une approche industrielle. La deuxième approche, c'est ce que vous... Alors, les écoles d'ingénieurs, soyons honnêtes. Aujourd'hui, on est face à un plan Marshall, et ce n'est pas le SMR. Hein. Construire 14 EPR, enfin 6 plus 8, voilà, c'est un plan Marshall. Aujourd'hui, la filière nucléaire, de mes connaissances, hein, peut-être que le client connaîtra, c'est 200 000 personnes. Les projections, c'est qu'on doit recruter 160 000 personnes dans les 10 prochaines années. Donc effectivement, travailler avec les écoles d'ingénieurs françaises, mais excusez-moi l'expression, pas que, hein, parce qu'on ne trouvera pas le réservoir, et pas que des écoles d'ingénieurs, des techniciens. J'ai commencé ma carrière comme technicien, hein, enfin voilà, j'ai fait école d'ingénieur. Et des techniciens, des soudeurs, des préparateurs, des logisticiens. Tout ça, c'est un travail gigantesque sur lequel EDF travaille d'arrache-pied. Mais il n'y a pas que EDF, c'est l'ensemble de la filière nucléaire qui doit travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel industriel français qui travaille dans le nucléaire, vous lui demandez aujourd'hui c'est quoi votre plus grande difficulté, je suis quasiment certain que plus d'une fois sur deux, il vous dira c'est trouver des ressources compétentes. Donc, oui, pour répondre à votre question, nous sensibilisons les écoles d'ingénieurs, les techniciens, nous créons une université du soudage. Parce que n'oublions pas que, oui, on a besoin d'ingénieurs, mais on a besoin de la compétence. J'ai toujours dit dans ma carrière dans l'oil and gas, j'aime bien les ingénieurs, mais j'adore un soudeur qui sait souder. Excusez-moi l'expression, mais c'est... Oui, j'ai une question sur Technicatom. Vous avez indiqué qu'il faisait partie du consortium. Technicatom fabrique des SMR depuis des années, il me semble. Et en quoi leur technologie est utilisée? Ça devrait nous permettre peut-être de gagner du temps par rapport aux concurrents, et peut-être sur les coûts aussi. Alors, juste pour reformuler, la dénomination SMR, c'est une dénomination civile. D'accord? Technicatom fait des réacteurs de petite puissance de propulsion nucléaire. D'accord?
Donc pourquoi je remets ce contexte? Parce que ce ne sont pas des small modular reactors. D'accord. Deuxième chose, c'est la technologie présentée du réacteur vient de Technic Atom. D'accord. Néanmoins, vous devez vous considérer qu'il y a, et pour certaines personnes qui ont travaillé côté militaire du CEA, il y a des exigences étatiques qui existent sur ce qu'on appelle le dual use, et surtout s'assurer que la technologie de propulsion nucléaire n'est pas donnée dans le domaine public. Donc, le concepteur de cette chaudière, c'est Technic Atom, c'est la partie civile de Technic Atom, et ce ne ressemble en rien avec les réacteurs de propulsion navale, je préfère insister, qui existent dans les bateaux. D'accord. Les innovations proposées sont des innovations proposées par Technic Atom. D'accord. Pour des gains, ben voilà, l'eau claire, c'est-à-dire pas de bord, ça c'est clairement une proposition de Technic Atom, voilà, qui dit, mais je ne vous dirai pas ce qui existe dans la propulsion navale. Ni la puissance. Ni la puissance. On la connaît. Certains la connaissent, certains ont certainement peut-être l'autorisation de vous le dire, moi je n'ai pas, et je ne suis pas censé avoir cette information et je ne la connais pas. Oui. Ah, il y avait monsieur là avant. Bonsoir. 3 questions. Quel est le CAPEX de Newark? Deuxième question, vous montrez un planning qui est extrêmement long. Quel est le chemin critique? Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer des appels d'offres demain, puisque vous avez déjà un design que vous avez montré sur des slides? Et troisième question, sur Newark en tant qu'entreprise, avec différents partenaires, EDF, CEA, Tractebel, etc. Combien vous êtes? Qui fait quoi? Comment vous êtes organisé? Merci. D'accord. Alors, combien nous sommes aujourd'hui sur la direction de projet? Nous sommes, dernier des comptes, on doit être 60, 70. Fin de l'année, on doit être à 150. Ou 100. 120, excusez-moi. Et on doit monter. Dans cette société sont intégrées des ressources que l'on demande à certains de nos partenaires. Mais néanmoins, Newark n'est pas une société d'ingénierie. D'accord. Les ingénieries sur lesquelles on s'appuie, je vous en ai parlé, c'est Framatome, c'est le CEA, c'est Technic Atom. Et bien sûr EDF. Il n'y a aucun intérêt, contrairement à une start-up par exemple comme NewScale, nous on n'a pas besoin de créer une société, enfin de créer notre ingénierie, voilà, il y en a déjà assez, et surtout on aurait extrêmement de mal à créer une société d'ingénierie dans le contexte que je vous ai dit de rareté des ressources et ainsi de suite. Le point c'était la durée, c'est ça? Un temps extrêmement long là. Oui, le planning. Oui, le planning. Alors le planning. Alors, vous savez combien ça prend un dossier d'autorisation de sûreté? 3 ans. Vous savez combien ça tend un DAC, dossier d'autorisation de construction? 4 ans. Ça, c'est les targets optimum. Alors déjà, ça répond à une de vos questions. D'accord. Ça se cumule ou c'est... Alors oui, vous devez avoir le retour du DOS pour pouvoir déposer un DAC. On aura fait beaucoup d'éoliennes. Je vous rassure, avoir discuté avec mes amis d'EDF Énergie Renouvelable, avoir un dossier d'autorisation de construction pour des éoliennes, c'est pas plus simple. Je connais très bien. Ouais. Donc bon, donc ça c'était pour répondre à ça. Le chemin critique. Le chemin critique aujourd'hui, il est sur clairement sur le fait qu'on doit sécuriser complètement notre design. Oui, on a un design aujourd'hui, mais soyons honnêtes, nous sommes en basic design. D'accord. Aujourd'hui, nous n'avons pas un detail design qui nous permet forcément de lancer un appel d'offres demain.
Alors oui, certains composants pendant la basic design vont être lancés. Hein. Vous connaissez tous le nucléaire, vous connaissez tous à peu près un temps de construction de cuve, ou certains, ce qu'on appelle en anglais long lead item. Bien sûr, ça se compte en plusieurs années. Des fois 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite. Et j'ai oublié votre première question, excusez-moi. Le CAPEX. Ah, CAPEX. Alors sur le CAPEX, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui le CAPEX du produit Neward. Par contre, j'ai mentionné à peu près ce qu'était le CAPEX à peu près sur un produit SMR, qui est de l'ordre... Hein 1 milliard. Milliards, 2 milliards, suivant à peu près la puissance, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur que vous devez avoir. Mais là, sur votre planning, vous dites que vous coulez le béton à partir de 2030. Oui. Pourquoi est-ce que vous mettez encore 4 ans, puisque tout a été construit avant? Je comprends. Ah non, alors attention, vous avez fait l'assemblage électromécanique avant. C'est 80%. Oui, mais il faut monter les étages. Et ça prend 4 ans. Alors, 4 ans, vous savez combien de temps dure un commissioning d'une centrale nucléaire? Alors, non. Non. Bon, allez, on va targeter 10 mois. 10 mois. Donc, 38 mois de construction au moment où vous collez le radier. Le premier béton nucléaire, c'est radier. Vous avez vu qu'on est semi-enterré. À peu près à moins 20 mètres, à peu près. Donc, il faut monter tous les étages. Et il faut faire la partie CI-BOP. La modularité dont je vous parlais. Une centrale à charbon-gaz. Moi, j'ai travaillé au Qatar. Vous voyez le Qatar, Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Grosso modo, la modalité, c'est que vous allez voir un gros constructeur EPCiste, un Samsung TNT. Il vous fait un CCG en 36 mois. Donc c'est du gaz. Mais 36 mois. À partir de rien. Donc quand nous, on dit ça va prendre 40 mois, nous, c'est une centrale nucléaire. Oui, enfin, c'est 40 mois à partir de la... C'est la partie grise des 40. Oui, mais c'est pareil. Hein. Enfin, alors eux, ils ne comptent pas à partir du premier béton nucléaire. Hein. Qui part à partir du moment où ils ont défini la zone, ils ont mis, vous savez, les fences, enfin, excusez-moi, les clôtures, et ainsi de suite, les servitudes, et ainsi de suite. Et ils garantissent à leurs clients, en 36 mois, tu auras centrale à charbon-gaz. Enfin, c'est une tête de série, mais donc on devrait améliorer par la suite. Ah non, non, une tête de série, il sera 25% de temps de plus. 40 mois déjà, c'est... Vous considérez que le meilleur optimum des centrales combinées gaz, c'est 36 mois. C'est 36 mois. Il y a un EPCiste, aujourd'hui, il accepte un forfait, c'est-à-dire un contrat au forfait, où il s'engage avec le client pour un montant et pour une durée. Et il dit 36 mois, je peux vous le garantir. Et je peux vous jurer, si vous n'avez jamais l'occasion d'y travailler ou de voir ce qu'ils font, c'est vraiment bluffant. Parce qu'il y a de la modularité, parce qu'ils amènent des super modules, parce que c'est vraiment, c'est réglé comme du papier à musique. Excusez-moi l'expression. C'est vraiment une partition qui est vraiment au cordeau. Donc quand nous, on dit qu'il faut cibler 40 mois pour faire une centrale nucléaire, on a des temps de commissioning beaucoup plus longs déjà. Donc il faut réduire les essais. Donc c'est un challenge vraiment extrêmement important. Maintenant, c'est ce que je disais à l'animateur, excusez-moi, ça a été fait. Alors ça a été fait par Hitachi. Alors Hitachi a mis 30 ans de programme, hein. Ils font des bouillants. Et les dernières tranches de série, ils ont réussi à construire un 1350 MW eau bouillante. Alors eau bouillante, vous savez qu'il y a moins vous avez expliqué justement qu'il y a moins d'équipements et ainsi de suite. Et ils ont réussi à le construire en 43 mois. Donc c'est possible. Par contre, ça demande, enfin c'était pareil, hein, c'était de l'open top construction, de la modularité, des modules gigantesques, des capacités logistiques, enfin voilà, c'était vraiment... voilà. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, un cycle combiné gaz, c'est 36 mois. Donc quand on dit que les réacteurs SMR en série, il faudra qu'on soit entre 40 et 45 mois, c'est un challenge en lui-même, hein. C'est un vrai challenge. Non mais c'est bien que vous me posiez la question, parce que j'ai eu une discussion avec EDF Italie, qui est habitué à avoir justement des cycles combinés gaz construits en 33-36 mois. Voilà.
Et quand je disais, bah voilà, les SMR, la stratégie, dans les séries, ce sera en 40 et 45 mois. Et elle me posait la question, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire aussi vite qu'un cycle combiné gaz? Je dois dire que je n'avais pas forcément tous les arguments, mais j'ai travaillé un petit peu quand même depuis. Oui, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, il y a des innovations dans le domaine nucléaire, mais finalement, elles sont aussi empruntées à des choses qui existent déjà en partie, au moins. Et le gros sujet d'innovation, c'est la modularité, la construction en usine et toutes ces choses-là. Et par ailleurs, vous expliquez que ça existe dans le oil and gas, dans le big shipping, etc. Le nucléaire ayant souvent tendance à tourner à l'intérieur de lui-même, si je puis dire, on aurait pu s'attendre justement à ce que, si ce n'est dans le tour de table, au moins dans les grands accords industriels, on ait des gens qui n'aient rien à voir avec le nucléaire et qui soient déjà super bons dans ces sujets-là pour vous aider, plutôt que de vous laisser faire vos premières armes sur le sujet. Alors c'est un très bon point. Alors juste une petite correction, réacteur à eau claire, ça reste quand même une innovation. Les CSG à plaque, ça n'existe nulle part dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un design dans le monde qui a des générateurs de vapeur à plaque. Mais ça, nonobstant, pour revenir à votre point, je suis arrivé que depuis juillet 2022. Ça répond à votre point. Oui, dans le même registre, là, on voit qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est un changement complet d'approche. On ne développe plus un projet, une affaire spécifique, mais on est sur une logique de type industriel. Vous avez cité l'aéronautique comme étant une industrie qui sait faire des objets techniques très complexes qui devraient être industrialisés et produits dans des usines. Vous ne l'avez pas cité explicitement, j'ai cru comprendre que les coûts de développement cumulés, c'est peut-être quelques milliards, c'est ce que j'ai un petit peu pu... NewScale, oui, aujourd'hui, a dépensé plus d'1 milliard, je pense, je ne sais pas. Mais on propose, j'imagine qu'entre l'argent dépensé déjà et peut-être jusqu'à la fin du développement, il y a peut-être quelques milliards à dépenser. Mais certainement pas, je pense, quelques dizaines de milliards. Donc on est sur un projet industriel d'un objet nouveau, technique, compliqué, qui s'apparente à des choses qu'on voit dans d'autres grands secteurs d'activité industrielle. Développer un nouvel avion, par exemple, c'est quelques milliards, Tout à fait. parfois ça dépasse. Et on est sur des quantités qui sont quelques dizaines, peut-être, petites centaines par an, même ordre de grandeur. Donc mon point, c'est comment est-ce que vous... C'est un changement complet d'état d'esprit, d'approche, vraiment. Et je ne connais pas très bien EDF, mais quand on a fait des gros EPR ou des centrales, ça n'a rien à voir que développer un produit industriel qui doit être passé en série. Après, il y a toute la spécificité, évidemment, nucléaire, certification, autorité de sûreté, etc. Mais sur l'approche elle-même, est-ce que dans New World, vous avez des gens, des personnes, des compétences qui viennent non pas du monde du nucléaire, entre guillemets, legacy, mais d'industries qui sont de type manufacturier? Oui, alors... Et quel enjeu sur les compétences et sur la capacité à avoir le bon savoir-faire métier, programme et industriel? Alors effectivement, on a des enjeux sur la montée en compétence sur certains sujets. Sur la modularité, je vous disais un référentiel, vous vous souvenez là, les facteurs, je vous parlais 1, 3, 8, ça c'est Naval. Naval le connaît très bien. Naval Group, en fait, n'est pas forcément spécialisé le nucléaire. Le nucléaire, je vous dis, c'est Technic Atome qui fait le design de la chaudière, avec le CEADA bien sûr, voilà. Mais Naval, lui, fait l'intégration et la conception des sous-marins en chaîne de fabrication, qui sont des petites séries bien sûr, hein. On n'est pas même pas ce que Airbus peut sortir et ainsi de suite. Donc ça c'est un partenaire qui connaît la modularité, qui a même une structure organisationnelle, vous avez des architectes modules, d'accord, module détection, module centrale de propulsion, module de centrale torpille, enfin voilà, je vous en passe, mais ils sont orientés comme ça. Maintenant, pour répondre, est-ce que ça suffit? Non. Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher d'autres compétences? Oui. Est-ce qu'on doit apprendre d'autres? Oui. Alors là, c'est aussi une révolution pour nous. C'est que nous avons d'autres compétences que nous devons acquérir. Et nous sommes clairement dans une stratégie d'acquisition et de partenariat. C'est-à-dire que nous sommes clairement aujourd'hui en train de faire un sourcing
sur les compétences clés qui nous sont nécessaires, les segments clés, l'industrie manufacturière, ainsi de suite, pour nous associer avec certains partenaires français, européens. On reste quand même sur une base Europe. Notre volonté, vous connaissez un peu notre marketing brand, c'est SMR européen qui se base sur la supply chain européenne. Mais on cherche de grandes sociétés qui ont certaines compétences dans ces domaines-là et qui sont intéressées pour s'associer. Alors, ce n'est pas forcément de l'equity dans la société, mais qui s'intéressent pour travailler avec nous sur ces objectifs-là. Et donc, c'est vraiment une stratégie que l'on a. C'est une stratégie de recrutement aussi, sachez-le. On recrute. Neward vient d'être créé en décembre. Nous allons avoir un site internet très bientôt opérationnel. Et nous allons lancer des campagnes de recrutement sur certains segments clés de compétences qui vont être nécessaires pour assurer cette transition dont vous parlez. Oui, moi je voulais savoir pourquoi on a 2 réacteurs en nominal. On a l'impression de revoir le Charles de Gaulle. Pourquoi on a choisi la technologie du REP? Qu'est-ce qui fait qu'on a fait ce choix-là? Et puis donc 2030 c'est pour Neward, mais les autres, on les attend quand à peu près? Ah, ok. Alors, je vais commencer par REP. Pourquoi REP? Tout simplement parce que cumuler EDF est l'opérateur de réseau au monde qui a le plus grand nombre d'années d'expérience sur l'exploitation des REP. Que l'ensemble de notre écosystème de développeurs, que ce soit le CEA, que ce soit Technicato, 80% de leur 90% de leur expertise. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'autres réacteurs. On a testé des bouillants, on a fait du superphénix, voilà, on a fait des choses. Et il y a toujours des choses qui sont faites. Mais néanmoins, pour les autorités de sûreté nucléaire et pour les opérateurs de réseau, donc les utilities, c'est un gage de fiabilité. Clairement, c'est un gage de fiabilité. Pourquoi GE Hitachi, par exemple, ne sont pas partis sur des light water réacteurs et sont sur du bouillant? Parce que Hitachi, comme je vous le disais, ça fait 40 ans qu'ils font des bouillants. Donc vous jouez un peu dans le terrain de vos forces, et c'est ce qu'attendent les autorités de sûreté nucléaire et les clients. Parce que les clients savent que vous pouvez amener, bien sûr, le produit, mais vous pouvez amener ce que j'appelle, moi, des services. C'est-à-dire que vous avez une supply chain, vous avez des compétences pour la gestion du déchet, vous savez comment les retraiter, vous savez gérer la logistique, le transport, le décommissioning. Enfin, voilà. Alors, pourquoi 2 réacteurs? Ah, ça a été un débat. Donc, je ne vous donnerai pas les dessous du débat du business case, mais clairement, ça a été un assessment économique qui a été fait sur le ratio coût-kilowatt installé. Pour vous donner un ordre d'idée, un réacteur, ça veut dire une piscine de chargement. Ça veut dire une piscine de stockage. Ça veut dire, sur un REP, je parle. D'accord ? Ça veut dire un système de balance nuclear island, où vous allez avoir quand même les systèmes de servitude, de sûreté. Ça veut dire un bâtiment auxiliaire aussi. Ça veut dire aussi, bien sûr, un conventional island avec une GTA. Et donc ça veut dire aussi un BOP et ainsi de suite. Ben, quand vous faites ça et que vous faites la somme des investissements que ça coûte pour un ratio par exemple de 174 MW, c'est-à-dire un seul réacteur, et que vous faites votre calcul de ratio coût kilowatt installé et les gains vous escomptez, donc juste je vous remets ce petit graphe si vous me permettez, et ben on a une difficulté, excusez-moi l'expression, on va arriver là. Pour vous donner un ordre d'idée, NewScale avait proposé un 900 MW SMR. Un 12 modules de 76 MW chacun. Parce que, encore une fois, c'est compliqué. C'est un enjeu. Donc j'espère que j'ai répondu à votre première question. Et la troisième, excusez-moi, c'était... Alors là, on avait dit parler pourquoi 2 réacteurs, pourquoi REP 2030. Ah. Alors, si vous écoutez nos concurrents américains ou Rolls-Royce,
Ils commencent la construction, là, on est quoi, 2023, excusez-moi, je vous ai souhaité la bonne année, 2027. Voilà, 2027, 2026, ils construisent. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est une cuve. Je connais pas trop d'industriels dans le monde qui savent faire une cuve en moins de 4 ans. Alors soit ils l'ont déjà fabriquée et que quelqu'un leur a payé, je ne suis pas au courant. Enfin, ça c'est possible, hein. Mais autrement, je vois un petit peu de mal comment ils vont faire certains long lead items. La stratégie SMR programme de la République tchèque, c'était d'avoir un SMR en 2032, opérationnel, hein, en opération. Ils voulaient faire leur sélection de SMR shortlist là, dans les 3 prochains mois. Ils viennent d'annoncer qu'ils décalent d'un an. Je pense que vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez avoir beaucoup de stratégies marketing et commerciales très agressives. Après, je vous enjoins à regarder un peu les temps de fabrication de certains composants nucléaires. Et c'est pas forcément la taille, hein. C'est vraiment les procédés de fabrication, hein, qui existent. Il y a des temps incompressibles. Hein. Il y a des temps qui sont incompressibles. Donc pour répondre à votre question, oui, nos concurrents annoncent 2027, 2028, une mise en opération en 2030, 2029. Certains sont plus avancés. Je ne vous cacherai pas que GE Hitachi est avancé. Et je ne cacherai pas que Neward, EDF, nous sommes partis plus tard que certains de nos concurrents. Bien, ben merci beaucoup. Merci. Pour toutes ces... Alors,